Chers palabreurs et chères palabreuses, vous savez très bien que le rendez-vous d'aujourd'hui, c'était un rendez-vous fort, un rendez-vous où sans doute un politicien, qui n'est pas le moindre, a trouvé simplement meilleur de venir répondre à nos questions. Et vous savez très bien que ce politicien n'a pas sa langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui, lorsque on l'appelle, décroche notamment son téléphone pour répondre à toute question qui peut simplement apporter une clarté aux Congolais. Donc je reçois Monsieur Juste Prudence Oko, qui sans doute va répondre aux questions que j'ai pu recevoir des Congolais. Bonjour Monsieur Juste Prudence Oko. Bonjour Monsieur Valentin Evan. Alors, Monsieur Juste Prudence Oko, en tant que porte-parole du PCT France, vous savez très bien que nous avons déjà aujourd'hui les résultats de la présidence 2021 qui viennent évidemment de tomber de la commission dite nationale et indépendante de l'organisation des élections présidentielles dans notre cité, qui donne en premier Monsieur Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que ça vous dit et qu'est-ce que vous pensez de cette victoire qui n'est pas encore confirmée par la Cour constitutionnelle? Bien entendu, nous avons suivi avec beaucoup d'attention la lecture de ces résultats, donc des tendances, portant sur les tendances essentiellement, de l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Ces résultats qui sont pour l'instant provisoires, ce sont des résultats qui sont pour nous une voie réelle, malgré que il faut le dire avec beaucoup de simplicité, mais aussi beaucoup de souffrance, que cette élection aurait quand même été marquée par la perte d'un vie difficile du pays. Et donc, nous, sans jubilation possible, sans triomphalisme, nous constatons notre victoire et nous pensons qu'elle est méritée. Vous pensez que votre victoire est méritée? Malheureusement, nous avons connu une mort brutale et brusque de ce politicien-là qui n'était pas moindre, de Monsieur Parfait Kolela. Alors, Monsieur Juste Prudence Oko, porte-parole du PCT France, qu'est-ce que vous pensez sans doute de cette mort de Monsieur Parfait Kolela, qui a été un opposant éminent? Bon, mais la mort inopinée de M. Guibris Parfait Kolela, c'est quand même inédit, hein? C'est inédit dans l'histoire de notre jeune démocratie, mais aussi dans l'histoire de la démocratie mondiale, perd de façon inopinée un fils digne du pays, candidat à une élection présidentielle. Bien sûr que cela ne peut que nous choquer, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République. Oui, nous sommes choqués de cette perte dont on s'en remet pas. Donc pour l'heure, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, si vous avez d'autres questions subsidiaires relatives à cette problématique, et nous pourrons toujours épiloguer là-dessus, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Oui, il faudrait sans doute qu'on puisse épiloguer là-dessus. Il y a la thèse du poison qui est plébiscitée ici et là, parce qu'on a eu à entendre M. Ayessa Firmin, qui n'est pas un moindre à côté du président candidat Denis Sassou Nguesso, qui a tenu des propos que certains Congolais trouvent hautains et d'autres Congolais trouvent comme si c'était des propos prémonitoires. Non, mais écoutez, moi je pense que lorsqu'on observe ou qu'on participe ou on veut ensuite participer à la gestion d'un pays, il faut éviter de prendre inscription dans la polémique. Pensez-vous que la thèse du poison, c'est de la polémique? Pardon? Pour moi, je dis, cela relève de la polémique. Moi, je suis de ceux qui croient à la notion de la preuve. Sans preuve, il n'y a pas de vérité. Ce qui n'est pas démontré ne peut pas être réel. Monsieur Leven, nous sommes
entre guillemets, les intellectuels. Donc, nous ne sommes pas des charlatans. Nous ne sommes pas des magiciens. Il y a des choses qui sont révélées. Mais moi, je demande à ce qu'à travers une expertise, ou contre-expertise, on parvienne à démontrer que c'est dans 3 ans que M. Kolela est mort. Et cela ne suffirait pas. Il faudrait qu'on aille jusqu'à prouver qui en était l'auteur. Je pense qu'à ce stade où nous sommes, quand même, il y a des éléments en circulation. Nous avons vu les émanations différentes de ces éléments, venant notamment de l'AFP, donc l'agence France-Presse, qui s'est procuré de ce document auprès du tribunal de Bobigny. Un tribunal qui, dès le départ, dès d'entrée de jeu, s'est auto-saisi dans cette affaire. Donc, ce tribunal n'a pas attendu que la famille puisse le saisir. Il s'est auto-saisi. Et donc, il dispose de ces résultats qui sont les résultats de l'autopsie. Aucun Congolais, qu'il soit Mbouchi, Larry, Teke, Bongoulou et autres, ne pourra parler mieux que le corps du mort. Le corps de M. Kolela a parlé à travers l'autopsie. Donc, à partir de là, je pense que le reste n'est que de l'ordre de la polémique simpliste. Et moi, je ne m'inscris pas là-dessus. Alors, les propos d'Aïssa traitant ces enfants qui veulent notamment mettre le doigt dans l'eau profonde. Pour ceux qui connaissent le Congo, qui connaissent le parcours du candidat président Denis Sassou Nguesso, savent très bien, parce que Aïssa, M. Aïssa, le vice-premier ministre a parlé en Lingala. Il a parlé en Lingala. Le Lingala, c'est une langue qui s'entend et qui peut se comprendre de Makele-Kele jusqu'au fin fond de Mikalo, même on n'est pas compris. Quand monsieur le premier vice-ministre Aïssa dit que Mwana, quand il parle de Mwana, Mwana Oyo papa a Bokoni, a Koki Kobunda Bitumara papa na été. Sokite a Komela Mai na Kanya. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire Kanya. Kanya veut dire quoi? C'est comme lorsqu'on dit Okomela Mai na Tonga. Okomela Mai na Tonga. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant-là aura des difficultés. Ça n'est pas une menace de mort. Et encore, lorsque le vice-premier ministre Aïssa parle de Mwana, il ne s'agit à aucun moment de quitter par cette là, parce qu'il dit bien que son père l'a élevé. Mais Jean-Jacques Yombi, par exemple, s'il s'était levé pour cela, je pourrais lui donner raison. Pourquoi? Parce que Jean-Jacques Yombi, avec nos sœurs telles que la défunte Edith Lucie Bongo Ndimba, telles que le frère Edgar Nguesso, ce sont des enfants qui ont grandi dans la cour présidentielle. Après la chute de Yombi, Jean-Jacques Yombi Opango s'est rapproché des enfants Sassou, des enfants Nguesso. Donc, nous savons que le Premier ministre Aïssa s'adressait peut-être à Jean-Jacques Yombi et jamais, mais vraiment jamais, je le dis, au fils Kolela, qui n'a jamais vécu dans la cour du président Denis Sassou Nguesso, qui, à cette époque, faisait l'université à Nancy. Donc, vous voyez que à Nancy ou bien en France, là où il était, vous voyez que ça n'a rien à voir. Parce qu'à un moment donné, il faut consulter les éléments. Que nous disent les éléments pour aller chercher la vérité. Mais lorsque l'on récupère tout, y compris ceux qui se trouvent déjà dans la poubelle, on est simple récupérateur pour la polémique, on est polémiste, il n'y a pas mieux. Donc voilà ce que je peux vous dire à propos. Ça s'explique, monsieur l'évêque. Ça s'explique tout ça. Alors, monsieur Juste-Prudent Soko, nous allons aussi parler de la marche tenue à la mémoire de monsieur Parfait Kolela à Paris, où il y a eu bel et bien des activistes qui ont dit à tue-tête leur désarroi concernant ce pouvoir dont ils traitent de despotique ou sans doute dont ils sont lassés de sa dureté. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette marche? Pour vous, est-ce que c'est inquiétant? C'est une marche inquiétante ou pas? Qu'ils pensent que le pouvoir est despotique, c'est leur façon de penser. Je crois qu'ils sont à court d'histoire. Le problème, c'est de faire une introspection dans l'histoire du Congo pour comprendre ce que c'est le Congo. Le gouvernement despotique est celui de Youlou, puis celui de Youlou. C'est sur Youlou que les Congolais du nord au sud ont chanté « Youlou a tout volé ». Mais Youlou, c'était un jouisseur. Il a dirigé ce pays, a commandé ce pays. Donc, M. Denis Sassou Nguesso n'est pas jouisseur, malgré les biens mal acquis. Il a fait ce qu'il pouvait faire du despotisme et le népotisme.
Donc, nous connaissons comment Youlou est sorti de ce pays en catimini avec une perruque d'une femme sur la tête pour aller de l'autre côté de Kinshasa et aller au rendez-vous avec la mort au niveau de l'Espagne. C'est-à-dire vous mettre face à la réalité. Je vous parle de Youlou, sur lequel les gens sont Youlou à tout point. Cela n'est pas le cas pour Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas le juge. Alors, nous parlons de la marche tenue à Paris par ceux qui sont attristés de cette mort brusque et brutale de M. Paco. C'est une marche, mais ils ne sont pas les seuls à être attristés de la disparition de notre frère Libris Parfait Kolela. Le président de la République, le premier d'entre nous, est attristé. Il l'a dit au micro du RFI. Il l'a dit lorsqu'il sort de la mairie de Windé qu'il a perdu un enfant, un fils. Il l'a dit, mais mieux que ceux qui sont des récupérateurs, ceux qui ont montré Brice Parfait Kolela de doigt, ceux qui ont crié sur lui comme quelqu'un qui conspire avec le pouvoir en place, ceux qui ont dit qu'il a trahi le peuple Lari, ceux qui disent que Brice Parfait Kolela, finalement, les siens ne faisant pas des chats, il est comme son père. Mais ceux-là qui récupèrent aujourd'hui, le président de la République n'est pas de ceux-là. Seule la famille Kolela connaît la proximité, après la mort du père Kolela, qui a entre le président Denis Sassou Nguesso et les enfants Kolela, qui connaît très bien et qui le reconnaît. Il n'a pas hésité à le dire. Donc, Denis Sassou Nguesso n'apprend pas à connaître la famille Kolela derrière ceux qui sont là à jubiler, à faire ce qu'ils sont en train de faire. Denis Sassou Nguesso connaît bien les enfants Kolela, qu'il reconnaît comme étant ses enfants. Donc, la mort de Brice Parfait Kolela, permettez-moi que je vous le dise, l'a vraiment bousculé. Et il l'a dit au micro du RFI, qui n'est pas n'importe quelle chaîne, c'est une chaîne internationale. Ceci étant, la marche qu'ils ont organisée à Paris, écoutez, nous sommes des démocrates. Je pense cependant qu'ils ont le droit de demander à marcher. Mais j'ai lui dire qu'ils ont demandé une marche à organiser plutôt un sitting. On leur a accordé un sitting. Ça veut dire que vous êtes sur place, vous faites ce que vous êtes en train de faire. Et la raison de la demande, apparemment, c'était que ils veulent marcher, ils veulent faire ce sitting autour de l'honneur du président Brice Parfait Kolela qui était parti. Mais finalement, quand on arrive, ce sont les gens scandés autour du président de la République, vilipendés comme habituellement, vilipendés le gouvernement de la République, vilipendés le gouvernement français, vilipendés la France, vilipendés la France africaine. Donc, l'État français a compris que ces personnes ne sont pas sérieuses. Est-ce que ça ne vous inquiète pas toute cette agitation-là? Elles demandent une autorisation pour autre chose, elles font autre chose, elles exécutent autre chose. Est-ce que ça ne vous inquiète pas toute cette agitation? Mais ils se sont permis de marcher. Ça n'était pas une marche, la marche n'avait pas été autorisée. Mais je n'ai pas à les juger. Chacun de nous a son éducation, je constate et je déplore. Ça ne vous inquiète pas, toute cette agitation-là, toutes ces marches-là, ça ne vous inquiète pas? Monsieur, inquiétez quoi? Inquiétez quoi? Vous croyez que cette petite sortie ou ce tapage qu'ils ont eu à faire autour des casseroles et des mégaphones ont bousculé le Congo-Brazzaville? Non, il n'y a pas d'écho au Congo. Le Congo est serein, le Congo est gouverné et sera gouverné. Le président, le nouveau président, enfin, le Congo vient d'élire nouvellement son président de la République. Il va agir, il va se mettre en action par le biais du programme qui l'emmène au pouvoir et faire en sorte que nous mettons tout en branle pour que le Congo retrouve son visage d'antan. C'est ce qui nous interpelle, monsieur, c'est ce qui nous intéresse. C'est pas les cris d'oiseaux à gauche et à droite, non, mais ça a toujours existé, ça existera toujours. C'est vraiment du pipi du ça. Alors, le chef de file de l'opposition congolaise est encore dans le mutisme et nous savons tous que c'est un politicien qui n'a pas participé à une élection si majeure de notre cité, ces élections présidentielles. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, mais il faut dire que c'est vrai que nous soutenons le gouvernement de la République, nous soutenons le président de la République, mais nous ne gérons pas les agendas obscurs de l'opposition congolaise. Mais nous constatons avec aigreur que pendant 5 ans, Monsieur Tchati Madiala, je crois que c'est bien de lui que vous parlez. Exactement. Monsieur Tchati Madiala a été payé à hauteur de 15 millions de francs CFA le mois pendant 5 ans. Et tout ceci
est de l'argent en provenance du contribuable congolais. Et ceci au titre de chef de file de l'opposition, comme vous venez de le dire. Mais le fait qu'il ne participe pas avec son parti du PADES, qui au moment de l'élection était le deuxième grand parti national à l'élection présidentielle, nous le vivons, nous, tout comme les Congolais de tous bords d'ailleurs, nous le vivons au Congo comme étant une trahison de fait. Et nous regrettons ce genre d'attitude dans une démocratie jeune qui évolue à sa manière, à son rythme, et dont le peuple ne réclame que la consolidation. Et donc, il est question que chacun va du côté du pouvoir, tout comme du côté de l'opposition, et même du côté des acariates opposants de Paris, il est question que chacun fasse des efforts pour que cette démocratie se consolide. On ne peut pas demander au Congo ce que la France a eu en 200 ans, en 30 ans ou en 20 ans. C'est pas possible. Je crois que chacun, à son rythme, doit contribuer à ce que cette démocratie se consolide de plus belle, afin que demain nous ayons une démocratie non loin du parfait. Donc voilà ce que je peux dire. Cette démocratie qui est devenue sans doute le désir de certains Congolais de la diaspora, et pour d'autres, ils pensent que cette démocratie vient à pas de loup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette diaspora congolaise qui notamment rêvasse qu'il y ait une alternance démocratique véritable dans notre cité? Bon, écoutez, ce que nous avons vu dans le sitting qu'il y a eu à Paris autour de nos frères, nous regrettons que à 99,1%, que ce soit que nos frères Larry qui se sont manifestés, la diaspora, c'est une cosmopolité. Je pense que il faut regretter que l'on mélange la diaspora et la diaspora. Il y a une diaspora silencieuse, celle-là qui ne parle pas, celle-là qui travaille, celle-là qui réfléchit, et il y a une autre diaspora qui est peut-être une diaspora qui prétend être révolutionnaire, mais à 8000 km. Comprenez? Donc je pense que au jour d'aujourd'hui, il faut pouvoir faire cette différence entre la diaspora et la diaspora. À vous entendre parler, c'est comme si cette diaspora prétendue révolutionnaire à 8000 km, comme vous êtes en train de le rendre visible dans vos propos, c'est comme si pour vous cette diaspora-là ne vous a peur pas, cette diaspora-là n'est pas comptable dans la gestion de la cité que vous voulez simplement réaliser dans notre République. Non. Le gouvernement congolais, je pense bien, je ne suis pas ministre, mais le gouvernement congolais prend bien compte de ces frères-là qui sont dans le durcissement de leur position. Ce sont des Congolais à part entière. Il faut les respecter, il faut considérer ce qu'ils sont. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est pas à moi de leur dire ce qu'il y a à faire. Ils sont dans le radicalisme. Ils sont très acariâtres. Mais ne pensez-vous pas que le Congo a besoin du radicalisme? Pardon, vous dites? Ne pensez-vous pas que le Congo a besoin du radicalisme? Non, monsieur Léval Valentin, j'ai toujours détesté les extrêmes, d'où qu'ils viennent. Les extrêmes n'ont jamais construit une société. Vous comprenez? Ceux qui sont là, aujourd'hui, on parle, certains ont évoqué les cas de détournement et tout ça, mais est-ce que lorsqu'on parlait du bocoutage, le bocoutage, c'est une expression bouchie? Je ne crois pas. Très bien, merci. Alors, nous allons aussi parler de ces étudiants congolais boursiers qui vivotent et qui mènent une vie de la ménade à l'étranger où l'État les avait envoyés pour étudier. J'ai un cas très simpliste, c'est le cas des étudiants congolais boursiers de la Russie qui parfois m'écrivent pour m'expliciter un peu les péripéties, des difficultés qu'ils traversent là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces étudiants congolais boursiers qui mènent une vie difficile à l'étranger? Je suis moi-même étudiant aussi boursier. Je suis venu en France à l'époque avec une bourse supérieure d'État. J'ai vécu à Bruxelles où j'ai étudié longtemps, sous Pascal Lissouba. On m'a chassé de ce pays comme un malpropre en me donnant une bourse. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, ma bourse ne passait pas. On m'avait bloqué de partout. Mais cela ne m'a pas empêché de faire mes études. Mais
je ne peux que déplorer, parce qu'aujourd'hui, je suis moi-même père d'un étudiant. Mon fils est en première année, il est en master 1. Il est en master 1 de droit. Il est en droit public, Paris. Donc, je sais ce que c'est la vie d'un étudiant, en passant d'abord par moi-même et aujourd'hui par mon fils. Donc, je sais que la vie d'un étudiant est compliquée. Je déplore le fait que les étudiants soient en difficulté comme les nôtres aujourd'hui. Vous n'êtes pas le seul à être appelé. Moi aussi, je suis appelé à droite à gauche. Nous avons tous, les étudiants, ce sont nos parents, ce sont nos enfants. Mais les étudiants ne sont pas que du nord ou du sud. Les étudiants viennent de partout. Que ce soit à Cuba, que ce soit là où vous avez dit, à Moscou, que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs et tout ça. Mais une chose est vraie, c'est la réalité. La réalité financière au Congo-Brazzaville. Quelle est donc cette réalité? Le Congo, économiquement, c'est un pays qui souffre. C'est un pays qui traverse des épreuves. Nous avons parlé au micro de votre collègue Keto, j'ai bien dit cela. Nous avons traversé une crise sans précédent. Et même 3 crises. La crise de la pandémie Covid-19 qui arrive avant, juste après, en 2020, c'est une série sur le gâteau. Mais entre-temps, nous avons déjà une autre crise qui est une crise économique. Et dont nous avons été frappés de plein fouet. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que le Congo a une dépendance financière sur le pétrole. Donc le pétrole étant frappé de plein fouet, il est tout à fait normal que les retours soient ressentis au sein de l'État, ce qui est tout à fait normal. Mais nous avons aussi géré entre ces 2 crises. La crise du pool, qui est une crise qui commence en 2016 et jusqu'en 2017, donc qui va durer 2 ans. C'est une crise qui va enfin, et dans les éléments, nous permettre de réaliser que la route du chemin de fer Congo-Océan a été sectionnée à un moment. Et donc, Pointe-Noire, qui est la capitale économique, ne pouvons pas livrer la marchandise, que ce soit le gaz, le pétrole, ainsi de suite, à Brazzaville. Nous sommes dans des pénuries, y compris dans les denrées alimentaires. Nous étions en difficulté. Cette situation a été gérée. Nous allons dire que le président de Sassou Nguesso en sort la tête haute. Pourquoi? Parce qu'il arrive quand même à payer les salaires. Aujourd'hui, il arrive quand même à avancer quelques retards des pensions des retraités. Demain, nous pensons que, il l'a dit, même pendant la campagne, que nous allons rattraper ces retards de bourse des étudiants. Mais c'est une situation, pour le moment, que je déplore. Je n'hésiterai pas à vous le dire. Je suis véridique. Alors, Monsieur Juste Prudence Oko, porte-parole du PCT, on aimerait quand même savoir que le Parti congolais du travail qui a dirigé et qui continue à diriger notre pays depuis il y a belle lurette, vous représentez ce parti en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours l'engouement chez les Congolais vivant à l'étranger pour adhérer à ce parti-là? Oui, pendant les élections, juste avant ces élections, par justement mon truchement, j'ai reçu beaucoup de fiches d'adhésion et beaucoup de demandes d'adhésion. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est parce qu'il faut taire les gens des gens, qu'ils soient du nord ou du sud, parce que le Parti congolais du travail a cette fierté de regorger la majorité des enfants de la nation qui viennent du sud ou du nord. Donc, nous avons des fiches qui sont même en attente, pour vous dire. C'est l'administration d'une institution ne se fait pas dans la rue ou sur Facebook ou comme je vois aujourd'hui dans les directs que les jeunes sont en train de faire. L'administration, c'est quelque chose de secret. Nous arrivons à gérer tous ceux qui viennent auprès de nous pour adhérer au parti. Nous avons même des fiches et dont sont inscrits beaucoup de camarades qui sont en attente. Donc c'est pour vous dire que la file d'attente est là, le Parti congolais du travail intéresse et attire encore les Congolais. Quel a été le rôle que ce parti a joué dans l'histoire du Congo en ce qui consiste son progrès et l'unité? S'il faut définir cela en 2 mots. Le progrès, il faut scinder cela en deux phases. Dans la première, c'est lors de sa création, on parle de sa création, donc en décembre 69 jusqu'à 1992. Et quand même, il faut reconnaître que le Parti congolais du travail a beaucoup fait. Moi, je suis quelqu'un qui fut pionnier de la Révolution. Comme nombreux d'entre nous, peut-être pas ceux de ton âge, mais nombreux qui crient au scandale.
nombreux qui ont participé à la gestion de ce parti pendant ce temps, aujourd'hui qui sont dans d'autres partis politiques, qui sont des cadres, qui rejettent cette gestion, parce qu'aujourd'hui, ils se calquent dans des petits partis de rien du tout. Mais le Parti congolais du travail, c'est un parti qui a fait. Moi, à mon époque, dans nos écoles primaires, on avait des dispensaires. C'est-à-dire, quand tu te blessais, tu ne partais pas directement à l'hôpital général où moi je suis né, mais tu partais directement au dispensaire, on te prenait aux petits soins, il y avait une infirmière dans chaque école. Nous avons à l'époque les fonctionnaires, les enfants de fonctionnaires, ce dont je parle, les gens qui m'écoutent comprendront. Les enfants de fonctionnaires avaient des jouets à l'approche de Noël gracieusement. Il y avait beaucoup d'avantages, hein, des acquis, ce que j'ai toujours appelé moi, les acquis sociaux. Ça existait. Bon, maintenant, il y en a qui nous font le procès du monopartisme. Maintenant, je tiens à dire à cela que le Parti congolais du travail n'est pas le père du monopartisme au Congo. Le monopartisme, c'est spirituellement une création ou une invention au Congo-Brazzaville du feu Abbé Fulbert Yulou. Ce sont ces pionniers qui étaient des actifs de son gouvernement, comme Alphonse Massabadeba et Pascal Issouba. Ce sont eux qui vont matérialiser le monopartisme avec la création du mouvement national de la Révolution. Donc vous voyez très bien que le Parti congolais du travail va se créer dans le centre du mouvement national de la Révolution. Donc ce n'est pas à nous qu'il faut attribuer cette responsabilité. Nous avons géré le monopartisme, il n'y avait pas de division, on était unis. Vous pouvez partir de Bikalou jusqu'à Bakongo, jusqu'à Kinshasa. Il y en avait qui travaillaient là-bas, il fallait y aller à 4h, 5h du matin. Ceux qui travaillaient dans cette usine-là, mais quitter Mungale, quitter Wende à 4h du matin pour y aller, en ne craignant rien. On avait une milice qui circulait pour préserver et protéger les biens et les personnes. Le Congo était un pays apaisé. Donc le monopartisme n'a pas été qu'une gare. Le monopartisme a eu des avantages. Dans toutes choses, M. Lévan Valentin, il y a ce qui est bien et ce qui est mal. Nous-mêmes, en tant qu'entité, nous sommes caractérisés par le bien et le mal. Nous faisons un effort que le mal n'écrase pas le bien. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Maintenant, pour ce qui est du reste, la partie 92-91, vous savez comment nous sommes revenus au pouvoir. Vous savez ce qu'on nous a imposé quand nous sommes rentrés. Moi qui vous parle, je suis de ceux qui ont soutenu le président de la République, ici en France, en 1987. C'est nous qui avons écrit la plainte de Bordeaux, j'aime à le dire. C'est nous qui avons demandé au candidat Denis Sassou Nguesso, son candidat à l'époque, il était opposant, de venir à Bordeaux, où nous l'avons reçu, par exemple, au Sofitel. Mais nous savons très bien comment les choses se sont passées. Le président Denis Sassou Nguesso, à l'époque opposant, au Marriott, à Paris, qui est un hôtel parisien, a dit clairement devant sa salle qui était remplie, elle était pleine, a dit qu'aucun démocrate ne pouvait accepter l'état de la démocratie qui se passait au Congo-Brazzaville. Courageux, comme on peut lui reconnaître, il a pris son billet, il est rentré pour battre cette campagne. Ce qui s'est passé après, nul n'est besoin de rentrer dans les détails. Chacun tire le bras de son côté au moment où nous sommes tous agressés par les moustiques. Je dis simplement qu'ils ont cherché, ils ont trouvé, et aujourd'hui, depuis 2002, il y a des élections qui sont organisées, des élections qui gagnent bien sûr, des élections et dont nous demandons, justement, comme je disais tout à l'heure, dans le sens de la consolidation de la démocratie s'améliore. Aujourd'hui, le Congo a été capable d'organiser une élection sans qu'il y ait épuisé de sang. Alors qu'ailleurs, en Guinée, en Côte d'Ivoire, avant même que l'élection ne passe, on brûlait les villes, on brûlait les hommes et les femmes, on a tué des gens et nous avons vu. Je pense que c'est à féliciter. Je pense que c'est à encourager. Je voudrais insister sur le fait que ceux qui ne trouvent pas de prétexte pour mettre le Congo en feu et à temps, commencent à passer, et comme on dit chez nous le français congolais, à tabarer derrière la dépouille de Guy-Brice Parfait Kolela pour espérer incender la société civile, la société congolaise. Et ça nous disons non, parce qu'il y a des structures, qui sont en place au Congo, qui travaillent pour la paix des Congolais, pour l'unité des Congolais, pour la sérénité des Congolais, et nous n'accepterons pas cela. Monsieur Juste Prudent Soko, porte-parole du PCT France. Alors, il y a simplement à vous entendre parler la réalisation des élections qui se passent dans notre pays sans qu'il y ait des morts qui se réalisent, mais il y a aussi une problématique de fiabilité électorale qui se pose. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais vous dire que, monsieur Lévan, la fiabilité d'une élection type démocratique vient avec le temps. Ça, je vous le dis avec force. Pourquoi? Je ne pense pas que dès la Première République en France, je ne pense pas que les élections présidentielles organisées en France
à l'époque, par exemple, de M. Pompidou, et par exemple la même connotation que l'organisation des élections aujourd'hui. Monsieur, la société évolue avec le temps et l'espace. Les lois aussi sont adaptées avec la société dans l'espace et le temps. Je crois que nous devons, tout en étant soit activistes, soit politiciens, militants, avec la patience, proposer, agir pour que cette démocratie se consolide sans que nous usons de la force pour ébranler notre société. Et dans la société congolaise, je vais vous dire clairement, moi, mon engagement en politique, ce n'est pas parce que le président Sassou était président du PCT, c'est simplement parce qu'en grandissant, j'ai compris l'histoire des institutions du Congo, j'ai compris l'histoire de la socialisation. J'ai vu que depuis que nous avons créé la République en 1958, les Congolais se battent, qu'ils soient du nord ou du sud. La première guerre civile, c'est en 1959. Il y a eu des morts au nord, il y a eu des morts au sud. Et aujourd'hui, nous avons continué comme ça jusqu'en 92. 93, le président Lissouba arrive. 92, 93, c'était déjà les premières violences sous le président Lissouba. Donc c'est pour vous dire que je n'ai pas accepté que les Congolais qui sont sur 342 000 mètres carrés et que nous ne sommes pas nombreux, tous nous nous connaissons, le Congo est un village. Nous avons d'autres valeurs à faire promouvoir dans la compréhension, l'écoute, le débat, la discussion. Je pense qu'il faut que nous abordons les choses de cette façon-là. Il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de ceux qui doivent souffrir de ces privilèges. Moi, je pense qu'il faut voir des choses autrement. C'est d'autant qu'on peut me dire, je ne peux pas accepter qu'un intégriste s'infiltre dans les rangs du pouvoir, de la même façon qu'un intégriste puisse s'infiltrer dans les rangs de l'opposition. S'il y a dénoncé, j'aurai pas ma langue dans la bouche, je le dirai vraiment. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez compter sur moi. Il faut dénoncer notamment ce qui blesse le progrès de notre cité. Alors aujourd'hui, à l'arrestation des jeunes du mouvement Ras-le-Bol qui ne font que dire les mauvaises choses qui se passent dans notre cité. Récemment, on a arrêté M. Chris Belvy qui est détenu à la DGST. Alors pourquoi autant d'arrestations envers ces jeunes de ce mouvement Ras-le-Bol? Je l'ai entendu. Mais vous vous substituez en juge d'instruction. Je crois que vous avez été saisi par l'État congolais pour suivre ces affaires et que vous avez plus d'éléments que je vous demande. Mais moi, je ne suis qu'un militant, un petit militant d'un parti congolais. Et donc, je regarde cela, je lis, j'attends de voir jusqu'où ça va arriver pour essayer de comprendre les choses. Sans plutôt accuser ni ces activistes qui ont été interpellés et sans savoir les tenants et les aboutissants, je n'ai aucun commentaire à faire pour l'instant. Alors, ces élections-là ont été aussi des élections présidentielles où il y a eu un fait qui, jusqu'à aujourd'hui, continue à faire le brouhaha virtuel. C'est le choix précipité de la reconnaissance de M. Dave Mafoula pour la réélection qui a été octroyée à M. Denis Sassou Nguesso par cette commission dite nationale et indépendante qui a organisé les élections présidentielles dans notre cité. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est une joie pour vous qu'il y ait déjà un candidat perdant qui n'a pas pu avoir 1%, qu'il puisse déjà féliciter votre candidat sortant qui est désigné provisoirement comme gagnant? Pourquoi vous croyez, enfin excusez-moi l'expression, je vais parler à l'opposition, pourquoi elle va croire que la liberté d'expression n'a de valeur que lorsqu'elle parle, lorsqu'elle en use? La liberté d'expression n'existe que pour elle. Lorsqu'on parle démocratie, c'est eux les démocrates. Lorsqu'on parle de pourquoi l'opposition s'octroie ce droit-là. C'est ça ma question. Monsieur Dave Mafoula a été candidat malheureux à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Mais ce n'est que de sa liberté de vouloir s'exprimer quand il veut, dès lors qu'il respecte les temps donnés par la Constitution ou bien la loi électorale de se mouvoir. C'est-à-dire au moment où on fait l'élection et au moment où la campagne s'arrête, il faut se taire. M. Mafoula n'a pas parlé, je ne suis pas son avocat, mais j'ai constaté qu'il n'a pas parlé. Mais après cela, il y a eu ce que vous appelez les tendances qui ont été données par le ministère de l'Intérieur par la voix du ministre Mboulou. Mais M. Dave Mafoula constate que le candidat président de Sassou Nguesso a gagné, enfin est en train de gagner cette élection avec une note qui est écrasante.
88,47%. Ça n'est pas rien. Alors, qu'il exerce sa liberté en reconnaissant déjà cette marche vers la victoire, en reconnaissant le candidat Denis Sassou Nguesso comme un victorieux, je ne sais pas en quoi cela pourrait irriter des personnes. Sauf si on est mal intentionné, sauf si on s'attendait à une révolution cachée, sauf si on a des amertumes vis-à-vis de ce qui se passe. Mais M. Dave Mafoula, ma foi, est libre de son expression et il l'a dit sans se cacher, il a dit ce qu'il pense. Mais ce n'est pas à moi de venir juger ce qu'il dit, il est libre de le dire. Alors, Monsieur Guy Brice Parfait Kolela, avant de mourir, a eu à tenir des propos que certains trouvent patriotiques et que d'autres trouvent finalement courageux. Il a appelé notamment le peuple congolais à mener un combat pour un véritable changement au Congo. Et il a eu à dire dans ses paroles que on doit écouter les opposants pour construire la nation, car on ne peut pas ignorer ce que les opposants disent. Les Congolais doivent se lever pour se battre pour un combat véritable du changement dans notre cité. Qu'est-ce que ces propos-là résonnent à votre écoute? Ce sont des propos d'un opposant, candidat à la magistrature suprême d'un pays. Que voulez-vous que M. Brice Parfait Kolela dise d'autre? Que voulez-vous qu'il dise d'autre? Ce sont les propos. Moi, je soutiens le pouvoir. C'est un candidat, pas n'importe lequel, qui parlait à ce moment-là. Mais ces propos sont des propos d'un opposant. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Ce sont les propos d'un opposant. Mais sur la thèse d'empoisonnement, si je peux m'attarder là un tout petit peu. Vous savez, j'ai quelques remarques ou quelques observations à faire. Le frère Guy Brice Parfait Kolela nous a dit qu'il était sur son lit de mort. Et il nous a dit, de la même façon qu'il se battait avec la mort, que les Congolais se battent contre le pouvoir pour le changement, pour l'avenir de leurs enfants. Écoutez, avant qu'il ne parle, monsieur Guy Brice Parfait Kolela, qui est un docteur. Ce n'est pas un Congolais qui anime les réseaux sociaux avec son smartphone, qui raconte des histoires. Un troubadour, non. Guy Brice Parfait Kolela, c'était un docteur. En économie, oui. Mais un docteur, il a un doctorat. Donc c'est un docteur en économie, oui. Et vous imaginez que je crois que sa branche c'était l'agriculture, si je pense bien, si j'ai bien réfléchi. Mais il a ôté le masque pour parler. Il ne vous a pas dit qu'on me tue. Il ne vous a pas dit que je suis empoisonné, que le pouvoir m'a tué. Il a donné un message pour ceux qui vont aller voter. Donc il est demeuré républicain jusqu'au boutisme. Il n'a pas donné les consignes que je suis en train d'être assassiné, que j'ai pris le molotov, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit là, dans les réseaux sociaux. Mais, d'après vous, je peux dire, physiologiquement, quel est le malade qui peut porter un masque? Qui peut accepter de porter un masque? Au jour d'aujourd'hui, on parle de la Covid-19. Ceux qui portent ces masques, c'est ceux qui sont atteints de la Covid-19. Si M. Kolela a accepté de porter ce masque, ça veut dire qu'il a reconnu, il reconnaissait qu'il était malade de la Covid-19. Ça, c'est un indice. Deuxième indice, vous dites que c'est le pouvoir qui est derrière ça. Je pense qu'il faut arrêter la galerie. Le gouvernement de la République, par le truchement du président de la République candidat, a œuvré pour qu'un avion soit disponible pour transporter le candidat Guy Brice Parfait Kolela du Congo-Brazzaville à Paris où il devait être soigné. Vous pensez que si le gouvernement de la République était responsable d'un quelconque empoisonnement, il pouvait se permettre de laisser M. Guy Brice Parfait Kolela sortir du Congo, arriver jusqu'à Paris, où l'on peut tout faire pour constater ce qui est réel? Je pense non. Non. Ça ne devait pas être le cas. Mais on a œuvré pour qu'il aille. Le président l'a fait, ce n'est pas parce que c'est un candidat du Congo, un candidat à une élection présidentielle. Il l'a fait parce qu'il considère avant tout que Guy Brice Parfait Kolela est le fils aîné
de son frère Bernard Kolela Bakana qui est mort, et donc qu'il reconnaît comme étant un fils. Voilà la démarche présidentielle. Maintenant, aujourd'hui, que les récupérateurs, tous azimuts, se mettent à Paris à raconter des histoires, ça vraiment je le déplore. Je pense que ça relève d'une malhonnêteté écrasante et je pense que c'est pas normal. Voilà comment je perçois les choses. Alors, on est en train d'aller à la finitude de notre conversation. 2 questions vous sera simplement posées. Alors, moi j'aimerais savoir, Monsieur Jurisprudence Oko, la coupure d'Internet dans notre pays lors des élections, surtout lorsqu'on veut faire la programmation des élections, est devenue simplement une habitude de nos gouvernants. Qu'est-ce que cela vous fait? Parce que souvent, lorsqu'on veut proclamer les résultats d'une élection présidentielle dans notre pays, on coupe Internet. Vous trouvez ça normal ou vous trouvez cela anormal? Je pense que lorsque nous deviendrons civilisés... Ah, vous pensez que les Congolais ne sont pas civilisés, hein? Je pense que lorsque nous deviendrons civilisés, c'est ce que moi je pense, et non le gouvernement. Je pense que lorsque nous deviendrons civilisés, ça sera du passé. Je crois que le gouvernement peut-être va prendre autrement les choses. Regardez, je vous informe que le Congo n'est pas le seul à le faire. Et ce n'est pas une première fois que ça se passe au Congo. Le Congo n'est pas le seul à le faire. Je soupçonne que le gouvernement se fasse, parce que je n'ai pas lu un document là-dessus, mais je soupçonne que le gouvernement le fait dans l'intérêt des Congolais. L'intérêt suprême. Ah, l'Internet a été coupé pour l'intérêt des Congolais. Le scrutin, Monsieur Levan, oui. Lorsque vous, je prends votre exemple, lorsque vous prenez votre caméra, vous mettez devant votre caméra, vous dites que sans preuve, sans rien, je vous sais intellectuel, vous dites que ça soit tué qu'on est là. Vous attendez à quoi? Mais ce genre de comportement, pour arrêter tout cela, pour arrêter qu'il y ait de l'influence qui vient de l'extérieur, notamment les recommandations de vote, l'influence, ainsi de suite, je crois qu'il est tout à fait normal. De toute façon, M. Levan, vous et moi à l'étranger, nous ne votons pas, vous le savez. Très bien, on le sait très bien. Voilà, nous ne votons pas. Ceux qui votent sont au Congo, dans le souci permanent de la sécurisation du vote, de la sécurisation du scrutin, et même des personnes et des biens, il est tout à fait normal qu'une disposition responsable soit prise par le gouvernement, et je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Disposition responsable prise par le gouvernement pour couper Internet, c'était donc de ça il s'agit. Cela vient bel et bien de votre disible pour justifier cette coupure d'Internet lors des élections présidentielles à la proclamation des résultats provisoires. Alors, dernière question. On aimerait sans doute savoir, Monsieur Jurisprudence Oko, porte-parole du PCT France. Aujourd'hui, en Afrique, on sait tous que avec la pandémie qui est devenue aujourd'hui une difficulté en ce qui consiste la normalité un peu étatique des fonctionnements ministériels ou sans doute des activités économiques dans notre pays ou notamment dans notre continent. Comment comptez-vous faire, parce que c'est votre candidat qui est aujourd'hui tenu comme gagnant provisoire, relancer, ça soit l'économie agricole de notre pays avec tout ce chamboulement que cette crise pandémique a créé, parce que lors du meeting des élections présidentielles, on a écouté le candidat président dire qu'il va axer notamment son combat de la gestion de notre cité sur l'économie agricole qui doit sans doute mieux mécaniser et apporter un boost. Comment comptez-vous donc mieux faire pour que l'agriculture dans notre cité puisse avoir une évolution pérenne et une bonne évolution? Oui, vous faites bien de poser cette question qui est, je crois même, la question la plus importante, parce qu'il en va de soi l'avenir des Congolais. Dans notre projet de société, hein, donc ensemble poursuivant la marche, tout est détaillé là-dedans. Je crois que j'ai eu l'occasion de présenter ce projet et d'en débattre sur Afrique TV.
Je vais dire ceci. Sur le fait comment nous allons faire par rapport à la pandémie qui dure. Parce que là-dedans, je note deux questions. Comment nous allons faire par rapport à la pandémie qui perdure? Je crois que la pandémie aujourd'hui est une réalité. Pour les gouvernements du monde, je crois qu'on apprend à vivre avec. Nous souhaitons que le gouvernement de la République fasse des adaptations de façon à ce que le programme du président de la République se réalise sans vraiment difficulté. Nous ferons en sorte que ce soit ainsi. Maintenant, pour ce qui est de l'agriculture, oui, l'agriculture, le président de la République va faire de l'agriculture cette fois-ci le cœur de sa bataille. Pourquoi? Parce que dans la diversification de l'économie, il a ciblé, si vous avez dit comme programme, le domaine agricole comme le lieu d'essai de cette diversification pour que nous arrivons à des résultats. Je crois que c'est à partir de là où nous évoquons, par exemple, au Congo, il y aura la création, on va commencer à fabriquer des tracteurs sur place, les orienter vers des pôles de production pour que, justement, cette diversification soit une diversification pérenne et permanente. Donc, ce que je veux dire, par contre, sur une autre question, vous avez dit, c'était quoi? Si vous pouvez me rappeler. Concernant l'évolution bel et bien de l'agriculture, comment vous allez vous en tenir? C'est pour cela que je vous disais tantôt que le président de la République n'est pas un petit candidat. C'est un candidat, nous l'avons dit chez nous, de l'expérience. C'est le grand gabarit. C'est quand même un personnage très connu dans la diversité diplomatique. Donc, Denis Sassou Nguesso n'est plus à présenter. Ce n'est pas un candidat où on va souffrir à faire une pédagogie pendant des mois et des mois pour que le peuple s'habitue à lui. Ce candidat-là, il est connu. Donc, il a beaucoup fait. Nous avons essayé de 82 en 86 le premier plan quinquennat. Pour ceux qui étaient déjà nés, vous pouvez vous renseigner. Dans le domaine agricole, on a lancé quand même certaines actions qui ont produit des résultats à cette époque, même si les politiques, enfin, ce plan quinquennat n'a pas réussi. Mais à cette époque déjà, dans le domaine agricole, ceux qui étaient nés à cette époque voyaient déjà le président de la République avec l'aubergine dans les mains sur les pancartes. Vous voyez déjà la production de Sokabilou qui produisait dans le volaille, le domaine du volaille, qui produisait du poulet. Le poulet était devenu moins cher. Ne me faites plus le coup du staff que vous avez fait au président de la République parce que vous ne l'avez pas compris. Donc, il y a le poulet. Nous avons, par exemple, la structure Oniveg que nous avons, qui est aussi, en fait, un résultat du plan quinquennal. Oniveg qui produisait et qui distribuait la viande. Et nous avons beaucoup de choses. Nous avons les sociétés d'huile de palmeraie, nous avons beaucoup de choses, pas mal de choses que cette disposition avait produit. Bon, maintenant, ceci étant, c'est pour vous dire que l'agriculture est quand même un domaine que le président de la République prend à cœur. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas lâché l'affaire, mais là, maintenant, dans une autre dimension avec notre nouveau programme, nous allons essayer, nous avons compris, depuis, il faut savoir qu'au Congo, depuis le président Youlou, on a toujours évoqué les possibilités de diversification. Mais aucun président n'a réussi à diversifier l'économie congolaise. Au départ, l'économie était sur le bois, il n'y avait pas de pétrole. Aujourd'hui, nous avons le pétrole, mais tout le monde s'est focalisé autour de ce pétrole. Et nous avons commencé à constater des problèmes lorsque le pétrole est coincé, c'est tout le pays qui est coincé. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est tout à fait normal que la diversification passe par l'agriculture pour que nous ayons une chute des prix des denrées alimentaires au Congo-Brazzaville. Que le Congo soit aussi un pays où il y a l'autoproduction, où nous allons faire de l'autosuffisance alimentaire comme étant un objectif. Nous l'avons déjà dit 82-86. Je pense que c'est là l'objectif du président de la République et je crois bien qu'il va le faire et je crois donc à son engagement parce que c'est un homme de principe, un homme qui est derrière le résultat. Monsieur Juste Prudent Soko, merci sans doute pour le temps que vous avez réservé pour répondre à ces questions que j'ai reçues de plusieurs Congolais qui voulaient bel et bien avoir la réplique de votre part en tant que porte-parole du PCT France. Mais vraiment pour conclure notre conversation,
j'aimerais quand même savoir, le président Denis Sassou Nguesso, qu'on le veut ou pas, on ne souhaite pas sa mort, mais il est déjà aussi dans le crépuscule de sa vie. Est-ce que le parti ne songe pas un jour... Ivan Valentin, je vois sur quoi vous voulez déboucher, mais je vous dis simplement, et humainement, la mort, c'est... Vous ne pouvez pas faire des incantations en souhaitant la mort à quelqu'un. Non, on ne souhaite pas la mort, mais pour le parti. Pour le parti. Sassou Nguesso a 77, 78 ans. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans les hôpitaux du monde, il y a des morts nés qui existent. Vous comprenez? Donc, des gens qui sont nés sont nés avec la mort. Vous comprenez? Donc, mais pour le parti congolais du travail, il n'y a pas d'autres candidats parce que la mort ne prévient pas, on ne sait jamais. Mais pourquoi vous nous soupçonnez de ne pas avoir des candidats? Non, c'est juste une question qui me tarote la pensée. Non. Le Parti congolais du travail a beaucoup de militants. Mais moi, ça me gêne que je vienne m'attabler avec vous pour parler de la mort de Denis Sassou Nguesso. Non. Je ne pense pas pour l'instant. Merci. C'était juste une question un peu palavreuse. Bon. Non, mais palavreuse, oui. Mais je voudrais quand même, pour un dernier mot, appeler les Congolais à la raison. J'appelle mes frères et sœurs du nord jusqu'au sud à la raison. Le Congo n'est pas un bien privé. Le Congo est un bien commun. Nous avons tous le droit à espérer derrière ce pays. Mais je crois qu'on n'attend pas tout du pays. Il faut attendre, par exemple, à faire avancer ce pays. Selon les contributions que chacun peut avoir, qu'il soit agriculteur, au fin fond du village, qu'il soit dans un bureau, qu'il soit éboueur, qu'il soit... Donc, chacun peut avoir un rôle pour que ce pays puisse rayonner un jour. Je crois que nous avons tous cela comme étant responsabilité. Mais ces histoires des guerres de nos vieux parents, 59, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit au nord ou au sud, à l'est, à l'ouest du pays, nous avons des gens, le Congo a beaucoup plus d'intellectuels que hier. Hier, quand il y avait, c'est un paradoxe que je vais révéler. Hier, quand il y avait très peu d'intellectuels, en 59, le Congo n'avait pas beaucoup d'intellectuels. Voilà pourquoi, avec un certificat d'études primaires, on pouvait être dans un bureau en train de travailler. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, même les docteurs sont au chômage. Vous voyez, il y a pléthore de cadres. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que, même au niveau de la réflexion, nous sommes assez matures. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut peut-être aller à la discussion quand il y a des problèmes. Il faut peut-être aller à un dialogue quand il y a des problèmes. Il faut discuter. Le frère du Nord ou du Sud ne doit pas voir l'autre comme étant un ennemi ou bien un gibier à chasser, comme ceux qui sont à Paris veulent le faire. C'est-à-dire que je vois des vidéos où un monsieur dit non, mais moi, le Congo, machin, tout ça, bon, mais je vais faire des enfants mochis, machin à 4 ans. Je crois que c'est du n'importe quoi. Personne ne fait peur à personne. Nous sommes dans un état de droit, la France est un état de droit. N'importe qui peut accepter de mourir. Donc je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient capables d'intimider les gens, ici sur le territoire français, non. Et même au Congo, moins. Donc je pense qu'il faut se calmer, il faut revenir à l'essentiel. Pleurons donc notre personne importante que nous avons perdue. Voyons comment nous pouvons l'enterrer en toute dignité et voyons comment nous pouvons gouverner ensemble pour que le Congo aille de l'avant. Merci, monsieur Juste Prudence Oko, porte-parole du Parti congolais du travail en France. Vraiment, pour ce temps que vous avez réservé, de venir répondre aux questions que j'ai reçues des Congolais de partout. C'est pour moi une joie immense et la démocratie doit se bâtir de la sorte. Vous l'avez dit, c'est sans doute la conversation, la discussion, la débatique progressiste qui doit être notre penchant. Alors, monsieur Juste Prudence Oko, un mot pour cette jeunesse aujourd'hui qui déambule. Vous ne voulez pas me lâcher apparemment. Hein? Exactement, parce que c'est rarement qu'on a des gens comme vous qui avaient le toupet de venir répondre aux questionnements des Congolais. Donc, des dernières questions, la jeunesse congolaise aujourd'hui qui déambule dans les désespoirs, dans l'espoir renaît, mais qui malheureusement tarde à renaître dans un chemin d'avenir où c'est rempli de questionnements. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse congolaise? Vous savez, la jeunesse congolaise, c'est en fait l'espace catégoriel à laquelle moi-même j'appartiens.
Comprenez? Je comprends. Je comprends les difficultés que cette jeunesse a à se mouvoir dans la société congolaise. Mais je tiens à dire à cette jeunesse, en toute sagesse et réflexion, je pense que la jeunesse, d'une façon universelle, a des problèmes dans le monde. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France ici, vous voyez des jeunes, vous voyez comment sont des jeunes dans les quartiers. Il n'y a pas d'opportunité, on a l'impression que tout est bouché, le taux de chômage augmente au niveau de Pôle emploi. Donc, toutes ces problématiques-là que vous voyez en France, le Congo a lui aussi ces problématiques-là à gérer. Je pense qu'il faut comprendre ça dans un sens général. Mais cette jeunesse ne doit pas vraiment être désarmée, de continuer à croire que le Congo appartient à tous et qu'à un moment donné, que certains doivent prendre le relais. C'est comme ça la société. Et donc, elle doit continuer à se battre. Vous croyez que le président Denis Sassou Nguesso, à un moment donné, a appartenu à une jeunesse, lui aussi? Hein? Oui, oui. Donc, il a appartenu à une jeunesse aussi qui a combattu. Et avec certains de son âge, certains de ceux qui étaient avec lui. Aujourd'hui, je pense que ce sont eux qui sont en responsabilité. Et je pense que là où je suis, moi aussi étant jeune, je ne désespère pas. Je dis que je dois me battre, je me bats. Mais c'est aussi au gouvernement congolais. Je pense que dans le programme du candidat président Toutié, j'espère que nous allons, ces actions seront de mieux en mieux animées, de façon à ce que les opportunités d'emploi s'ouvrent à la jeunesse. Je signale que lorsque nous allons dans le secteur de la téléphonie, le Congo est un des pays de l'Afrique centrale qui a eu beaucoup d'opportunités pendant les 5 ans passés, où on a vu des jeunes s'émouvoir dans ce domaine. Et donc ça, on n'en parle pas souvent. Je tenais vraiment à mettre un point dessus. Mais c'est au gouvernement de créer des opportunités. Le gouvernement qui viendra aura une lourde responsabilité, la responsabilité d'un défi. Donc le défi de la création d'emplois, de la diversification, et je pense que il faut y croire. Moi, j'y adhère en entendant de voir comment les choses vont se passer. Donc je suis jeune moi aussi, et je demande à ce que les jeunes puissent avoir un regard très actif sur ce qui est à faire et ce qui est à venir. Merci, monsieur Juste Prudence Oko, porte-parole du PCT France. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Levan. Merci. Merci.